Cette semaine, petite introduction différente pour Coup Critique. Peut-être l'avez-vous déjà vu sur Facebook, nos différents réseaux sociaux, mais on est partenaire avec nos amis de la boutique bistrot La Triche pour un événement spécial qui aura lieu le dimanche 8 décembre qui s'appelle la Grande Triche des Fêtes. En fait, c'est très simple. On organise plusieurs parties de D&D qui auront lieu de 11h à 5h et ils sont disponibles pour seulement 10 pour chaque personne à l'entrée. Donc, tout ça dans le but d'amasser de l'argent pour l'organisme Sésame. Sésame, en fait, c'est un organisme qui fournit des ateliers et des ressources pour aider les enfants qui vivent avec des enjeux de santé mentale. Ces ressources sont offertes par des professionnels du milieu par cet organisme qui est à but non lucratif. 5 de chaque entrée de 10 ira directement à Sésame et vous aurez droit à une boisson ou un café et une assiette de délicieuses nachos de la triche pour votre table. De plus, dans plusieurs parties, vous pourrez rerouler vos dés 20. Donc, si vous n'êtes pas content de votre jet, pour 1 Donc, autant de fois que vous voulez. Puis chaque don de 1 va aller directement à Sésame. Il y aura aussi un 15% de rabais sur tous les produits D&D à la triche durant cette journée-là. De plus, il va y avoir des tirages de prix parmi les personnes participantes. Giovanni et moi, on va d'ailleurs être DM lors de la journée, puis on aimerait beaucoup jouer avec vous. C'est donc un rendez-vous le 8 décembre 2019 pour la Grande Triche des Fêtes à 11h. Tout ça à La Triche à Saint-Eustache. Vous trouverez plus d'informations sur coupcritique.ca dans la section La Grande Triche ou sur Facebook, vous aurez des liens vers nos différents événements, les différentes parties qui auront lieu. Sur ce, voici notre épisode 10 de Coup Critique. Ouais, ben, dans le fond, c'était hier, ma session. À peu près comme tout le temps, mes joueurs, je les amène à des endroits, puis je m'attends pas à toutes les ce qu'ils vont faire. En gros, ils sont dans un village, ils vont trouver ça drôle là, en écoutant le podcast que je raconte ça. Ils arrivent dans un village que moi, dans ma description de village, c'est des bâtisseurs de bateaux. Ça travaille de 7 le matin à 10 le soir. Ça se couche. La seule personne qui est jasable là-dedans, c'est l'aubergiste. Puis, lui, en plus, il est occupé pas mal aussi à envoyer de la bouffe au genre de chantier naval pour apporter de la nourriture, puis tout le monde mange en 10 minutes, pis ça. Un de mes joueurs est rebellé contre la situation, il pense que tout le monde est de l'esclavage, tout ça. Il essaie d'avoir des indices de ça, puis c'est juste, ils sont fiers de travailler, fiers de faire des bateaux, c'est des travailleurs, puis that's it. Mais lui, il dit non, il y a quelque chose en arrière de ça, il y a quelque chose en arrière de ça. Fait qu'il a creusé, puis il a commencé à. Il s'est fait engager vite. Puis rouler des bons checks de s'il était bon pour enlever la crasse de bateau. Là. Tu commences en bas de l'échelle, puis t'enlèves la crasse de ses coques de bateau. Puis il a roulé un vin naturel, il a enlevé ça en 2 secondes. Fait que le boss était vraiment super impressionné. Fait qu'il a dit ok, il va être correct lui. Puis là, il jase au gars qui veut rien savoir du jaser, il veut juste travailler. Il jase au gars, tu trouves pas ça inhumain, toi, de travailler tant que ça? Il dit, ben, c'est ça comme ça ici, whatever, tu sais. Fait qu'il a essayé de parler à tout le monde, de faire une rébellion, tout ça. Mais tout le monde le revirait de mais bord. Ouais, le monde veut rien savoir. Le monde sont pas malheureux. Là, je comprends que dans d'autres villages, d'autres villes, ça serait mal vu, autant de travail. Mais les autres sont juste heureux de même, c'est pas grave. Fait que moi, j'ai pas vu ça venir, j'ai juste vu, ok, ça va être un village plus froid, puis même que des NPC qui les avaient avertis que ce serait un peu plus froid, un peu moins. Le monde ne sera pas jaseux, puis même l'aubergiste aurait dit faites rien. Ça finit là que à la prochaine session, ça commence avec un spectacle de musique, parce que c'est un barde lui, en lumière et son qui va essayer de déranger tout le monde pour attirer l'attention, pour faire un party, pour les faire relaxer. Il a forcé un gars avec l'intimidation à prendre une pause. N'importe quoi. C'est le fun, mais c'est de la critique sociale aussi. Tu es en train de leur dire, tu sais, le monde, des fois, travailler fort, ça fait leur affaire, puis c'est ça la vie, puis j'ai trouvé ça intéressant. Chacun de mes villes, villages que je crée, ils ont une approche autant politique que sociale bien différente. Puis les autres, c'est ça, comme je te dis. Puis ils pensaient que là, c'était tous des zombies ou qu'ils étaient possédés, mais non, c'est juste qu'ils étaient fiers de faire des bateaux. Ouais, t'es dans D&D, c'est ça qu'il y a quelque chose. Le monde aime travailler. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Il y a plein de villes portuaires, ils fournissent tout le monde à bateau, c'était très correct. C'est juste, c'était vraiment drôle que lui était rebellé. C'était vraiment lui, tu sais, ça a donné que cette session-là, mon barde, c'était lui qui a pris le plancher beaucoup. Puis c'est très correct, tout le monde a regardé, c'était drôle là. On n'a jamais ri de même. Mais j'ai pas vu ça venir qu'il était en train de rébeller tout ça, puis que le quest principal prendrait le bord pendant ça. C'est vraiment cool. Hey, bonjour tout le monde! Salut! Bienvenue à Coup Critique. Là, c'est le fun parce qu'aujourd'hui, Giovanni, il est directement chez moi.
Ouais. C'est bon, on se voit face à face pour une fois. D'habitude qu'on enregistre, c'est par la magie du Moi web. qui avais acheté un nouveau micro en plus, qui avait l'air de Ben, ça oui. va être la prochaine fois. Mais là, c'est le fun. On est ensemble, puis on peut parler de plein de choses. En fait, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va finir... Non, on finira pas dans les classes, mais on va au moins en faire un bon bout. Je pense qu'on va avoir le temps d'en parler de 4 ensemble. Puis en introduction, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler un peu de Tyranny of Dragons, déjà en partant. Wizards of the Coast, 5e anniversaire de la 5e édition, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est sortir une édition spéciale de la campagne Tyranny of Dragons. Ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que Tyranny of Dragons est composé à l'origine de 2 modules qui sont sortis en 2014 quand la 5e édition est sortie. C'était la première saison? C'est carrément la première aventure qui a été proposée avec la 5e édition. Le premier module s'appelait Horde of the Dragon Queen et le deuxième qui est sorti un peu plus tard s'appelait Rise of Tiamat. Puis ce qui est important de noter, c'est que au moment où Horde of the Dragon Queen est sorti, le Dungeon Master Guide était même pas encore sorti. Ouais. Ouais, il y avait juste le Player Handbook puis le Monster Manual qui était sorti et la livraison avait été demandée, l'écriture en fait de Horde of the Dragon Queen avait été demandée à Kobold Press. Donc c'est pas à l'intérieur de Wizards of the Coast tellement, c'est fait en collaboration c'est sûr avec eux autres, sauf que les 2 modules ont été écrits par un tierce en majeure partie. Ce qui est compréhensible, parce que c'était un renouveau, là. La 5e édition, c'était OK, on ressort ça. C'était beaucoup de choses qui changeaient aussi, ouais. Et ce que ça a fait, c'est les premières impressions de ces 2 premiers modules-là, à l'époque où ça a sorti, c'était un peu boiteux, on va se le dire. Ce qui s'est passé, c'est que au niveau mettons, de la balance des combats, par exemple, qu'il y avait dans les aventures, là où les débuts de mission, en tout cas, les débuts de la campagne étaient beaucoup plus nébuleux et surtout très difficiles d'approche. Ce que ça faisait... Pour le DM, tu veux dire? Pour le DM et pour les joueurs. Ce que ça faisait, c'est que les joueurs commençaient à jouer à Horde of Dragon Queen et disaient « C'est ben trop tough, on n'est pas capable de survivre au début. » Puis les accroches puis les liens entre les quêtes étaient plus ou moins réussis. Puis même après la sortie, il y avait sorti des errata justement pour essayer de compenser là-dessus. Donc, ça fait que Horde of the Dragon Queen puis Rise of Tiamat, quand même, c'est des modules qui rassemble beaucoup d'images puis de trucs classiques de D&D, des dragons, le dieu dragonique, le culte du dragon, on joue un peu partout sur la côte de l'épée, tu sais, mais ça a laissé un goût amer beaucoup à des gens, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui sont revenus. D'où cette édition-là, en fait, de Tyranny of Dragons. Ce qu'ils vont faire, c'est pour le même prix, mettons, qu'un module, t'as les 2 modules. T'as aussi, en fait, des ajustements qui ont été faits avec les ratas qui étaient sortis à l'époque. Il est déjà updaté, là. Ouais. Et des ajustements mineurs aussi un peu partout. Après avoir lu le livre, si vous vous attendiez, mettons, à une refonte complète de cette campagne-là, c'est vraiment pas le cas. La base est encore la même. C'est les 2 modules, comme ils sont sortis, collés ensemble. Dans un packaging qui est vraiment beau. On s'entend, c'est une édition spéciale. Ils ont fait quelque chose de vraiment cool. Puis le fait que c'est une édition qui est seulement disponible dans les magasins de jeux, ça fait un petit côté plus encourage les magasins locaux. C'est une espèce de bonbon qu'ils ont donné aux distributeurs puis aux magasins de jeux. Tu dis édition spéciale, il n'y a pas deux livres différents. Non, okay, tu peux pas l'acheter sur Amazon, par exemple. Tu peux pas l'acheter sur le web. Tu peux juste l'acheter dans un magasin de jeux spécialisé. Oui, il y a eu des ajustements sur certains encounters, sur certains combats. Il y a une petite modification dans l'intro de Horde of the Dragon Queen, mais c'est pas majeur pour vrai. Donc, si par exemple vous avez déjà Horde of the Dragon Queen puis Rise of Tiamat, je le conseillerais pas d'acheter ce livre-là, parce que pour ce que ça apporte en changement, sûrement que vous avez déjà trouvé des solutions pour changer ça vous-même. J'ai même entendu parler de quelqu'un qui, moi, ça m'intéresse beaucoup, qui a pris Lost Mine of Phandelver, puis il fait passer ses personnages il fait faire Lost Mine of Phandelver, puis il tie-in Horde of the Dragon Queen, puis l'intro est beaucoup plus intéressante de ce côté-là, parce que Lost Mine of Phandelver, ça habitue aussi beaucoup les joueurs à la mécanique Donjon Dragon, un peu plus en tout cas que
Order of Dragon Queen. Comme on en a parlé dans les derniers épisodes, de toute façon, c'était un premier livre. Puis on le voit à chaque saison, qu'on est rendu à 9 là, qu'il y a une amélioration au niveau des profondeurs, Vraiment. au niveau des liens entre les choses, des personnages, des NPC. Fait que sans les défendre ou quoi que ce soit, mais on voit sûrement l'évolution malgré les ratas que c'est le fun d'avoir des idées comme ça, comme le joueur que tu parles, d'avoir fait des liens. Le livre, par exemple, est vraiment beau, puis il offre en fait à la fin une section complète avec des choses que normalement il ne divulgue pas aux gens quand ils conçoivent les livres. Il y a toute une espèce de toute la recherche graphique qui a été faite au niveau de la conception de l'aventure. Donc, on a des scènes dessinées de situations qui arrivent dans le livre que tu n'avais pas dans les livres originaux. Le développement des personnages, des NPC spéciaux, toute l'espèce d'histoire autour de ça. Ce qui peut être très intéressant pour un DM pour s'inspirer puis essayer d'expliquer, par exemple, des choses qui se passent dans l'aventure. Mieux imaginer la scène, dans le fond. Là, ouais, exactement. Il y en a un petit peu dans Road to Descent into Avernus, mais il n'y en avait pas autant que ça. Là. Je vois que vraiment, là, il y en a vraiment. Ouais. Il y a même des illustrations, en fait, qui ont été faites par un naturaliste qui avait engagé pour créer les dragons, les différentes couleurs de dragons qu'il allait avoir dans Rise of Tiamat. Il y a tous les détails, justement, sur le travail qui a été fait là-dedans. Juste avoir les photos, j'ai l'impression qu'on peut regarder ça pendant une heure. C'est pour vrai. Moi, je les avais pas, Order of Dragon Queen puis Rise of Tiamat. Puis je suis quand même relativement nouveau à 5E, tu sais, ça fait pas longtemps que je joue. Puis quand même, j'ai quand même le goût de la runner, cette aventure-là, parce que ça reste... Moi, je suis un fan de dragons, là, puis tu sais, j'ai pas encore connu vraiment des campagnes, tu sais, d'en faire une, tu sais, ou qui sont scénarisées, qui ont été pensées, puis c'est pour ça que j'utiliserais ce livre-là comme une espèce de ligne directrice, mais je pense pas que je prendrais totalement tout ce qu'il y a dans ce livre-là, je l'adapterais, j'essaierais de voir où je peux améliorer par moi-même. Vraiment un bon livre d'inspiration, vraiment un beau truc de collectionneur aussi, si vous collectionnez les livres. Je pense que c'est un must, pour vrai, il est vraiment beau, puis il y a quelque chose de vraiment cool avec Tyranny of Dragons, mais si vous attendiez oh mon dieu, ils ont tout réglé les problèmes, puis tout, c'est toute une nouvelle histoire, non, c'est pas le cas. Non, mais à ce moment-là, pour ce que j'en sais, il y avait beaucoup de routes, il y avait beaucoup de... On se promène, comme tu dis, sur la côte beaucoup de politique aussi. À ce moment-là, le développement des personnages est peut-être plus propice à ça, vu qu'il y a moins d'événements qui sont forcés, parce que c'est de la route et tout ça, peut-être qu'on peut développer un peu plus les personnages en tant que tel, en tant que DM, d'amener des choses personnelles à eux qui croisent. C'est plus facile de croiser les problèmes que quand tu étais dans un donjon. La quête, tu sais, on vole pas le punch, il y a le Cult of Dragon qui essaie de ramener Tiamat. Donc, à partir de là, le livre vous amène à travers toutes les quêtes pour essayer de justement réveiller un peu tout le monde autour que ça va se passer, tu sais, puis si on fait rien. Donc, il y a moyen de juste inclure ce squelette-là, puis de faire une super belle homebrew autour de ça, de rajouter d'autres aventures, d'autres trucs. Vraiment, je le recommande. Pour le prix, pour vrai, ça vaut la peine. Au Canada, il est détaillé à 65,95. Il y aura pas de spécial Amazon là-dessus. Ça reste le prix d'un volume. Seulement disponible en anglais, par exemple. J'ai pas l'impression qu'il va être traduit en français. L'édition spéciale, c'est plus rare. Ouais. Surtout que, à mon souvenir, Order of Dragon Queen, Rise of Tiamat, c'est déjà traduit en français par Black Books. Donc, je pense pas qu'ils vont avoir une traduction de ça. Mais pour vrai, juste pour les couvertures, le matériel d'intro là-dedans, tout ça, c'est vraiment intéressant. Ça va jusqu'à quel niveau, sais-tu? Tyranny of Dragons, en fait, je pense que ça va je sais que c'était en 2 jusqu'à le niveau 15, je crois. 1 à 15 à peu près. Ouais. OK. On va au niveau 1, niveau 15. Ouais, c'est vraiment une campagne. Ouais, c'est une campagne complète, parce que des fois, c'est 1 à 8 ou 9, mais on parle qu'il est rendu au niveau 15. Je pense que Dragon Quest, c'était 1 à 5, puis après, c'était de 6 à 13 ou... Ouais, je pense que c'est plus 13, ouais. Fait que... C'est standard, super. Fait qu'il y a moyen de, justement, partir de là après, puis faire d'autres choses. Sinon, c'est ça pour Tyranny of Dragons. Autre chose, félicitations à Jean-François Brodeur qui a gagné le premier concours sur notre page Facebook. Il a gagné, en fait, le Dungeon Companion. En fait, ça, c'est une belle histoire autour de ça. C'est un DM, en fait, mais son emploi, dans le fond, dans la vie, c'est qu'il est designer graphique. Puis il a décidé de créer un carnet de notes pour DM. Très léger, très user-friendly qu'on dit. Ouais, mais il y a beaucoup d'espace pour la création là-dedans. C'est ça que je trouve intéressant. Par exemple, il y a des endroits pour, mettons, détailler des NPC.
mais t'as des petites zones de portrait où tu peux juste, t'as le squelette du portrait, tu peux juste dire, il y a un nez, même une moustache, c'est comme, tu sais, tu peux te faire un croquis vite. Note physique de dessin, et non pas juste écrire. Il y a des zones pour faire des maps aussi quadrillées, il y a des choses, puis divisé en actes aussi. Donc, si vous préparez une campagne, vous pouvez facilement prendre des notes par acte majeur, mettons, de votre campagne. Fait que c'est ça, Jean-François Brodeur qui a gagné son exemplaire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va mettre les liens, en fait, pour découvrir ça. Puis, c'est un truc complètement indépendant. Le gars, il a comme conçu tout le livre. Il est disponible par une plateforme qui permet d'imprimer à mesure les livres, là, dans le fond. Fait que si vous passez votre commande, les autres, ils impriment un exemplaire de son livre juste pour vous. Fait que c'est vraiment intéressant. As-tu le nom du gars ou de l'auteur? Ben en fait, sa maison d'édition est type 13, ça s'appelle. Okay. Par exemple, son nom, en fait, je pense qu'il préfère comme passer par le nom de son édition plus que lui. Ok, bon, c'est bien. Je pense que puis c'est la première version. Il m'a déjà dit qu'il travaillait sur d'autres expansions ou d'autres versions de ce livre-là. Okay. Mais pour l'instant, c'est le fun d'encourager justement un créateur indépendant. Après m'avoir, c'est sûr qu'en tant que DM, que quelques années d'expérience, moi j'ai ma méthode, c'est dur de tout changer de méthode. Mais quelqu'un qui commence, ou même quelqu'un d'expérience peut s'en servir. Je vois là, ça ressemble à mes notes. T'sais, moi je crée mes papiers et tout ça, mais là je vois, ben ouais, moi j'écris ça de même. C'est juste que là c'est en tableau, puis c'est bien pratique. Puis tu peux mettre des post-it, tout ça. Vraiment là, félicitations d'abord. Monsieur Brodeur pour votre victoire de concours, parce que je suis sûr qu'il va s'en servir, puis peut-être qu'il justement il va avoir une campagne. Ouais, en tout cas, il était super content, puis très hâte de lui remettre. Fait que, retour aux classes, la gang. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Ouais. On voulait justement continuer notre travail, parler un peu plus de chaque classe, en fait, de notre travail de déplucher le PHB, puis de voir justement chaque classe qui est disponible pour les gens qui veulent jouer à D&D 5e édition. Donc là, on était rendu, en fait, on va vous parler du paladin. Ouais, absolument. Ce guerrier valeureux. La plupart du temps. Ouais. Le paladin, bon, le typique, la grosse armure, le bouclier, défensif, oui, avec des pouvoirs de guérison et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est le stéréotype, mais que beaucoup de possibilités. Ouais. Autant en roleplay, autant qu'au niveau des mentalités du paladin, mais autant au niveau des sous-classes que c'est possible de faire dans l'approche du paladin, afin d'avoir beaucoup de variations. Fait que quelqu'un pourrait jouer un paladin, là, je trouve qu'il est complet à ce niveau-là. Ça peut être servi de tank, c'est mon anglicisme, c'est la personne avant qui mange des coups, autant que ça peut être très puissant avec les attaques de Divine Smite là, qu'on fait contre souvent des undead, des fiends ou tout ça. Dans le fond, côté statistique, là, c'est sûr que charisme va être très important parce que c'est pas mal l'habilité qui va vous servir à utiliser vos sorts en fait en général. Puis après, ça serait peut-être strength, beaucoup de paladins strength. Effectivement, pour le combat. Si l'approche est là pour ça, pour le combat, ça va être ça. Sinon, constitution, beaucoup de constitution pour être un bon tank, ou si c'est plus votre vous voulez jouer le protecteur, ben c'est plus vers ça que vous J'ai vu des paladins qui étaient plus à l'arrière-plan, puis qui étaient très sages aussi, donc c'était focusé plus là-dessus que les coups à porter. C'était seulement en dernier recours, fait que c'est là, puis le type d'armure, tout ça, ben ça peut être vraiment choisi en fonction de comment tu le visualises, tu sais. Mais c'est sûr que dans Adventure League, tout ça qu'on joue, on voit des paladins typiques être en avant, manger des coups puis remonter. Là. Il y a différentes, il y a des jokes, pas des jokes, des situations qui sont arrivées qui étaient vraiment intéressantes avec les paladins. C'est ce qui est intéressant du paladin, c'est le petit côté clérique, justement. Un peu de guérison peut sauver la mise de plusieurs de ses coéquipiers, peut se guérir lui-même, donner beaucoup de bonus aussi à son équipe. Les auras. Des leaders, tu sais, c'est souvent des personnes qui vont permettre d'avoir certains avantages lors du combat. Mais ça reste que c'est un personnage qui autrement, avant on le voyait vraiment comme un personnage qui devait être vraiment ancré dans, mettons, son alignement, puis qui était très très stoïque, qui était un peu une espèce de côté qu'on peut pas éviter en fait au niveau du paladin. Là, côté noble, dire, là, ou de suivre un peu son oath, là, qu'on va parler, en fait, les différents types de voix, en fait, de vœux. En fait, c'est des vœux que les paladins vont faire. Mais maintenant qu'il y a Xanator, qu'il y a plusieurs ressources, puis avec les Unlimited Arcana qui sont sortis,
il y a beaucoup d'options qui permettent de justement peut-être donner un peu plus de saveur à votre paladin. Des écartements du paladin typique où est-ce que c'est possible après ça de prendre une tangente beaucoup plus, des fois sombre, des fois moins divin, plus vers le côté bon, je donne un exemple, rédemption, tout ça, de y aller en fonction des éléments de ton passé puis de qu'est-ce que tu crois qui peut être amené à changer. Bon, Guillaume peut t'aider là-dedans, c'est sûr. Ouais. Bon, le premier qu'on pourrait parler, c'est celui qu'on appelle Conquest. En fait, là, c'est Oath of Conquest. C'est dans le fond, c'est le paladin conquéreur des champs de bataille. C'est le paladin en fait, son vœu, c'est d'être toujours le meilleur dans le champ de bataille, de faire, d'être un leader, de tuer des rois tyrans, mais d'être un paladin, en fait, qui va vanter ses prouesses de guerrier. Ça tourne autour de ça. Ce qu'il va avoir, lui, en échange, pas mal, c'est une aura spécifique à son vœu. Et c'est d'avoir aussi beaucoup de sorts qui vont lui permettre d'avoir de l'avantage en combat. Que ce soit old person, mettons, pour retenir quelqu'un, puis d'avoir un avantage sur lui après pour le battre, autant que ça va être des personnes qui vont se donner des boosts sur leur armure ou sur leur défense, beaucoup. Ça, c'est le paladin dans les histoires, on a entendu parler de lui, on a entendu parler de cette guerre-là, on a entendu parler de son combat. C'est celui qu'on lit. C'est celui qui a survécu, les 300 morts. Je dirais que, typiquement, j'ai déjà vu un, puis il était bien flashy, puis il était bien fier de ses affaires. C'est correct aussi. Fait qu'il est un petit peu moins, comme on dit, humble, dans la manière je l'imagine. Après, il y a le vœu de dévotion. Oath of Devotion. Dévotion, mais c'est celui qui est pas mal le plus orienté vers les dieux. C'est celui qui a voué allégeance à prêcher la bonne parole de son dieu, qui lui confère ses pouvoirs, qui lui offre sa mission, en fait, pour vivre sa vie. Ça veut pas nécessairement dire que ça peut être c'est un paladin bon, parce que tu peux suivre un dieu mauvais, par exemple, tu sais. Mais ça reste que c'est très loyal là. Vraiment là, ça va respecter l'alignement dans lequel il est, pas juste l'alignement de loyal bon ou loyal neutre, quoi que ce soit, mais vraiment de respecter les lois puis s'assurer que le cheminement qui doit être fait est le juste voie. La dévotion va être vraiment basée sur l'entité qui suit ou le dieu, quoi que ce soit, ça va respecter son domaine à lui. Puis en fait, ses bonus puis ses sorts, en fait, sont beaucoup orientés sur la protection, le côté très... c'est la lumière du groupe, c'est l'espèce de chevalier qui est comme... C'est drôle parce qu'il y a un sort qui s'appelle Beacon of Hope, pis c'est tellement ça, ce paladin-là. Le courage, la compassion, l'honneur, c'est vraiment les domaines typiques là, de ce paladin-là. Oath of Redemption, en fait, ensuite, c'est le paladin qui est sur le chemin de la rédemption, qui essaie de pardonner peut-être quelque chose qu'il a fait, qui essaie de venger. En fait, peut-être pas venger, mais... peut-être éviter la violence, disons, le plus possible, en dernier recours seulement. Donc, lui, il essaie de prêcher par l'exemple de discutons, etc., etc. Ce qui est intéressant, côté roleplay, là, ça peut être vraiment intéressant, ces éléments-là, quand t'es un peu fâché que le monde autour tape ses têtes à tout le monde, quand toi, non, tu penses qu'il y a peut-être un autre moyen à travers le charisme, la sagesse, ou de bien vouloir faire les choses, sans mener à la violence. Donc, contraire un peu du paladin de conquête, là, vraiment à ce niveau-là, c'est par ses prouesses, sans avoir utilisé de combat qui va se vanter justement de ces choses. Ouais, c'est ça. Puis ses sorts, en fait, sont vraiment orientés sur éviter carrément l'affrontement, peut-être par des subterfuges de sa classe, par son charisme, peut-être envoûter quelqu'un, lui faire croire qu'il y a des bonnes intentions envers lui, d'en faire un ennemi. Il y a tout ce côté-là avec ce paladin-là qui peut être intéressant. Ouais. Calm Emotions qui est vraiment littéralement là. Calmez-vous. Exact. Pas obligé de sortir son épée. Calme-toi. C'est juste un gros monstre, mais peut-être qu'on peut parler. Le Pacifique. Je vais chatouiller en dessous de la gueule. Je l'appelle le Pacifique, celui-là. Ouais. Mais c'est super intéressant vraiment d'amener ça dans une partie. Ouais. Oath of Ancients, le vœu des anciens, en fait, c'est carrément le druide paladin. C'est l'espèce de je protège Mère Nature, ou je protège l'environnement, je protège la vie aussi
au sens large. Et ces sorts sont beaucoup orientés vers des bonus au niveau du contrôle de l'environnement, d'être en connexion, mettons, avec les animaux, les bêtes. Va pouvoir utiliser beaucoup des sorts justement d'éléments, par exemple Ice Storm, ou communiquer avec la nature, des choses comme ça qui vont lui permettre d'avoir un espèce de lien très proche avec celle-ci. Ensuite, Oath of the Crown, que moi j'ai pas souvent vu. Non, j'ai jamais vu, pour être franc, j'ai jamais vu quelqu'un jouer ça. Ouais, mais ça reste un chemin quand même qui a l'air intéressant. C'est le paladin qui croit au progrès, qui croit à la civilisation, à sauvegarder. Tu sais, ça serait peut-être la police ou le côté très protecteur, la garde protégée du roi. Là, ça pourrait être un paladin. Un bodyguard, ouais, exact. C'est quelqu'un qui croit justement à protéger l'honneur de justement la cité, par exemple, qui pourrait protéger, ou le royaume, ouais, c'est pas mal ça. Puis ces sorts sont vraiment orientés aussi vers ça. C'est des sorts qui montrent qu'il y a pas peur de défier quiconque pourrait pas causer au nom de la cause, un préjudice, par exemple, parce qu'il essaie de protéger. Ensuite, on a Oath of Vengeance. Oui, lui, c'est quand même intéressant. Surtout pour ceux qui aiment amener un petit côté, j'allais dire evil, c'est pas le bon mot, mais un petit côté délinquant dans des personnages qui, à l'origine, le stéréotype, c'est d'être super bon, tout ça. Souvent, c'est basé, ce genre de paradis-là, pour avoir aidé un nouveau à créer quelque chose comme ça. Dans son histoire, il y avait un événement principal qui s'était passé, puis il s'était rendu ça son but dans la vie. C'était rendu de se venger de cette chose-là qui est arrivée, qui peut être quoi que ce soit. Bon, c'est sûr, il y a différentes manières de l'amener, mais j'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là, d'avoir un but un peu trop focus sur cet élément-là, sans penser au bien de toutes et tous. Mais à travers ça, bon, ça veut pas dire qu'il est evil ou quoi que ce soit, c'est juste de s'aligner vers un but précis de vengeance. Ouais. Qui, après ma barre, est un peu péjoratif, bien sûr. Au niveau de ce que le Oath of Vengeance va avoir dans son arsenal, c'est beaucoup des choses qui vont lui permettre d'avoir avantage sur ses ennemis, d'influencer en fait ou de nuire à ses ennemis directement au niveau des sorts, puis de leur créer des désavantages pour lui avoir carrément avantage sur eux autres. Exactement. Par exemple, Bane, Hunter's Mark, Old Person, Haste, avoir plus d'action. C'est un paladin enragé, là. C'est un paladin qui est en quête de faire du dommage aux personnes qui lui ont fait mal. Pour se rendre à son but, exactement. Vow of Enmity, qui est vraiment intéressant, puis que je pense que j'ai un ami qui avait joué un paladin avec ça, puis c'était vraiment intéressant. Tu utilises une action bonus, par exemple, pour que cette créature-là devienne ton ennemi juré pour l'instant. Tu as avantage ses attaques. C'est elle que tu veux, c'est cette bébite-là que tu veux t'occuper. Bien utiliser ça, c'est comme ça va être donné avantage ses attaques, on s'entend, là. Ouais. Fait que tu focuses là-dessus. C'est des genres de basés sur vraiment, comme je te dis, le background puis l'histoire à l'arrière de ça, puis c'est quoi ton but dans la vie qui va faire passer à travers les murs, passer à travers les monstres. Et ce qui est cool là-dedans aussi, c'est le côté que ça peut être utilisé comme en multiclasse, peut-être justement sur on a un personnage qui a une classe pendant un bout de temps, tout d'un coup il se passe un événement vraiment tragique, là je deviens, tu sais, ça peut être cool dans l'histoire à utiliser. Pas obligé d'être en background, mais peut être au courant de l'histoire que ce pouvoir-là vient de ton goût de vengeance, ta soif de vengeance. Ouais. Très bon point, exactement. Je vais en prendre note, je vais donner ça comme idée. Prochaine, en fait, la dernière pour ce qu'on va parler en fait pour Paladin, Oathbreaker. Ça, c'est, je pense que c'est dans le Dungeon Master's Guide, ça, dans Oathbreaker. Donc, c'est pas accessible en Adventures League, déjà partant. Oathbreaker, c'est carrément un paladin qui a brisé son over. Normalement, c'est des paladins evil, c'est lawful evil. En fait, deux fils qui sont touchés, puis là, ça a vraiment fait un changement, puis il a renié soit son dieu ou son, qu'est-ce qu'il croit, ses croyances totalement. Donc, son vœu de bienveillance, tout ça, ça dit Oathbreaker, ça l'a brisé, puis ça a vraiment changé de cap. Un des plus célèbres Oathbreaker que je connaisse, c'est Archon the Cruel, qui a joué dans Critical Role, puis que maintenant il est rendu même dans Avernus, tout ça, dans Descent into Avernus, il est présent. Il est rendu pour Tiamat, qui est un evil god des dragons. Il était Bahamut avant. Ouais, exactement. Ça donne quelque chose de
spécial, parce qu'on s'entend que des fois, je trouve que qu'est-ce qui limite le paladin, pas toujours, mais qui limite un peu le paladin au niveau d'être lawful good ou d'être loyal et tout, ou d'être bon, là, tu tombes l'autre côté. Fait que t'as pas de limite, t'as pas de retenue, mais t'es encore très puissant tel un paladin. Ça C'est amène... dommage pour un DM, peut-être. Peut-être un peu. C'est sûr qu'à ce moment-là, le joueur a une certaine... Ouais, ça veut pas dire d'être evil nécessairement, mais le joueur a une certaine communication à faire avec le DM, puis un consensus, comme on dit, pour bien comprendre l'intention, puis le but, puis comment que ce personnage-là est. Parce que si c'est hors contrôle, le DM n'a pas de contrôle, l'autre fait tout ce qu'il veut, ben là, est-ce qu'on tombe dans une campagne evil ou... Ouais. C'est un chemin qui est plus dur à suivre avec un manque d'expérience, mais c'est vraiment communiqué à ce moment-là. Ouais. Prochaine classe, le Ranger. Ouais, mon premier personnage que j'ai fait de tout. Là, mon personnage principal, en fait, je l'avais changé en Adventure League avant level 5. J'avais changé en barbare, puis j'ai continué en barbare. Sinon, après ma mort, on m'avait dit c'est un bon mix entre être un attaquant et tout ça, mais en faisant quelques sorts aussi. Fait que ça amène une perspective double à ce niveau-là. Dépendant après ça. Il y a quelque chose de très Legolas dans le Ranger. Là, c'est sûr que tout le monde le voit comme ça, mais il y a différents chemins. Bon, le typique, j'en ai vu des nouveaux crayons. Moi, je veux être comme Legolas, tout ça. Ouais. C'est archer, etc. Mais il y a une perspective qui est des fois qui est pas connue, mais c'est vraiment pas juste un hunter ou quelqu'un des bois, ou c'est vraiment une approche de combattant, mais qui va avoir une tangente un peu différente que le fighter en tant que tel. On s'entend que les sorts, en fait, qu'on va utiliser, c'est souvent des sorts de contrôle d'environnement ou des contrôles d'ennemis, d'avantages d'ennemis. Donc ça reste, c'est pas quelqu'un qui essaie nécessairement de créer, mettons, des espèces de super phénomènes magiques autour de lui. C'est pas sa spécialité. Sa spécialité, c'est d'être un bon combattant. Exact. Des fois à distance, bon, il y a différents choix qui peuvent être faits. Ça peut être un dueliste ou plus défensif ou un archer totalement. Ouais. Tu peux y aller focus archer. Moi, c'est ça que j'avais fait. Disons que j'avais pas un si haut niveau, puis j'avais en masse de chances de toucher puis de faire des dégâts pis tout ça. Donc à ce moment-là, c'était où tu peux avoir deux épées, deux épées ou deux armes dans les mains, qui est une perspective quand même intéressante que pas toutes les classes peuvent faire. Ouais. Est-ce que Dritz était un ranger, tu penses? Bonne question. C'est un livre audio que j'ai déjà dans ma banque que j'ai pas encore lu, fait que j'aurais pu d'en reparler. Écrivez-nous, Dritz, est-ce que c'est un ranger ou c'est un fighter ou c'est quelle classe que vous pensez? Ouais. La première sous-classe, en fait, dans les statistiques, on dirait wisdom, beaucoup, pour le spellcasting. Dextérité, beaucoup. Ça, constitution, ça reste toujours un sure bet. C'est toujours intéressant. Au niveau des sous-classes, première, Beastmaster. En fait, le Player's Handbook en donne deux au départ. C'est Beastmaster puis Hunter. Ouais. Donc, Beastmaster, c'est au niveau 3, vous choisissez Beastmaster, vous faites un nouvel ami. Cet ami-là, c'est une bête de rating, je pense. Un corps important. Ouais. Ouais, exactement. Mais c'est un corps. Sauf que, en fait, cette bête-là, à mesure que vous allez monter de niveau, elle aussi va monter de niveau, vous devenir de plus en plus forte, va avoir plus d'HP, va être en mesure de vous soutenir plus. C'est vraiment l'amoureux des animaux, mais vraiment de son animal à lui. Ouais. Ce qui est très intéressant, puis j'adore ces côtés-là, d'avoir un compagnon en tant que DM, pas comme mon côté cruel, mais souvent on voit que les gens ils vont faire attention à leurs compagnons, les rangers qui ont ça, sont attachés. Fait qu'il y a un risque de pas tout contrôler qu'est-ce qu'il fait l'autre, mais qui est là pareil, puis que si, excusez-moi l'expression, mais il mange une volée, ben il y a un attachement qui peut être difficile à faire. J'ai dans ma campagne, c'est pas un ranger la personne qui joue ça, mais elle a un compagnon, puis c'est arrivé qu'il passé proche de mourir, ça a affecté le personnage beaucoup. Donc, c'est un exemple, mais c'est quelque chose qui est, en tant que joueur et DM, c'est vraiment intéressant d'avoir un compagnon comme ça, parce que ça peut amener des dynamiques très différentes pour des petits événements qui peuvent arriver. Ce qui peut arriver, c'est si ce compagnon-là meurt, c'est que vous pouvez en choisir un autre aussi, il va en trouver un autre. Sauf que justement, au niveau du roleplay et tout ça, ça peut être intéressant. Puis la mécanique de cet animal-là aussi est intéressante. Si par exemple, vous tombez à terre, mais cet animal-là va tout faire pour vous protéger. Donc, c'est une première ligne de défense contre, par exemple, des attaques qui pourraient justement vous rendre carrément dead puis KO. Puis, il agit au même tour d'initiative que vous. Donc, vous pouvez diriger cet animal-là pour qu'il fasse certaines actions. Pas nécessairement attaquer, mais il peut vous aider, vous donner avantage sur une situation. Il peut
Puis ça peut être n'importe quelle sorte d'animal à peu près. Ça peut être autant un animal qui vole qu'un animal qui terrestre, je crois. C'est surtout des bêtes, tant que c'est des bêtes sauvages, exactement. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. Malgré certaines critiques qu'il y avait, les min-maxers, ils vont pas aller pour ça parce qu'ils trouvent ça un peu moins fort. Moi, je trouve que côté élément intéressant à amener dans une histoire que tu peux agrémenter avec ça, moi, en tant que DM, j'aime beaucoup ça. Ouais, ça reste intéressant. Ça pourrait être intéressant de voir justement avec les dernières sorties en Unlimited Arcana où tu peux changer certains bonus de quand tu montes de niveau, là, des feats que normalement ton ranger gagnerait. Tu peux changer ça pour d'autres choses. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux balancé justement qui sont en train de travailler pour ça. Ça serait intéressant de voir. Ensuite, on a Hunter. Ben, on va passer tout de suite à Hunter, mais c'est dans le PHB. Hunter, c'est le chasseur, carrément. Mais c'est la personne qui est capable de voir plus loin, qui est capable de qui connaît bien l'environnement où il est, qui sait comment chasser autour de lui, qui a ce genre d'avantage-là. Côté combat, là, c'est très tactique, c'est très selon tes choix que tu fais de certaines spécialités, ben, tu vas pouvoir avoir beaucoup d'avantages ou de plus de dégâts, ou quand une créature est déjà blessée, tu sais comment l'approcher pour que ça fasse encore plus mal, qu'elle fasse des dommages de plus. Donc, il y a vraiment des comme la volée en multi-attaque qui est super intéressante, comment briser un groupe d'ennemis pour qu'ils se séparent. Déjà pas comme ça. Donc, le côté tactique, là, vraiment, il est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, ça amène un élément un peu plus stéréotype, je dirais. Tu choisis ton chemin, puis t'es comme ça. Mais ça peut être très puissant pour un groupe à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, Xelator est arrivé avec 3 autres sous-classes. Donc, la première, c'est le Gloom Stalker. Les Gloom Stalkers, en fait, c'est des gens qui sont bien dans les ombres, dans les ténèbres, qui ont avantage beaucoup à être furtifs, à utiliser l'absence de lumière, en fait, à leur avantage. Ils vont gagner certains sorts de plus, comme par exemple Disguise Self, Fear, Greater Invisibility. C'est des gens qui veulent vraiment être furtifs pour être remarqués partout. C'est une classe en fait qui moi ça me fait penser un peu au Rogue si on veut là, quelqu'un qui va avoir cet élément-là à amener. Vraiment c'est le fun, un peu plus dark. C'est sûr que tu le fais un peu moins rocambolesque, je dirais là, c'est plus dans la subtilité des choses. Mais c'est un style, quelqu'un qui veut mais je veux plus être un ranger, mais là tu sais j'hésite en rogue, ben c'est un juste milieu un peu, je trouve. Ensuite on a Horizon Walker. Le Horizon Walker c'est l'adepte des changements de plane. Il a contact beaucoup mettons avec les fées puis les dragons puis les élémentaux, puis il va être capable de par exemple se téléporter entre certains endroits pour avoir un meilleur spot pour avoir un meilleur avantage pour le combat. Il est partout, il est partout en même temps. Puis ce qui est le fun, c'est que il peut carrément, il y a même des spells qui lui permettent d'avoir comme double présence spectrale de lui dans un autre endroit. Puis c'est quelque chose de vraiment, moi je trouve ça vraiment intéressant. C'est une niche intéressante parce que lui, son but dans la vie normalement, selon le descriptif, c'est vraiment de protéger les différents portails, les différents plans pour pas que les différentes créatures se mélangent et tout ça, pour respecter, si on veut, le cycle de la vie ou le cercle des plans, pour pas qu'il y ait de mélange. Donc ça amène une perspective intéressante qu'un DM peut amener selon le type de campagne que tu veux jouer, quand il y a beaucoup d'interplans, là, tu sais, qu'il y a des voyagements entre les plans. À ce moment-là, lui, ça rentre dans ses cordes. Puis en fait, la dernière sous-classe pour le Ranger, c'est le Monster Slayer. Je sais pas si vous avez entendu parler de The Witcher, mais ça ressemble un peu à ça. C'est le genre de combattant qui a carrément une expertise dans la chasse de monstres. Vous sélectionnez certaines créatures que vous allez avoir le plus d'habilité à chasser. Et attention à eux autres parce que vous êtes entraînés à résister à leurs attaques et vous êtes entraînés, dans le fond, à être en mesure d'avoir carrément un avantage sur eux quand vous battez. Ça, c'est avec des sorts comme Old Monster, Banishment, carrément, quand on tombe vraiment dans le plus haut niveau. Mais votre personnage aussi a des habilités de défense naturelle contre ces ennemis-là que vous avez choisis. Donc, ça vous donne... Si, par exemple, vous jouez une campagne, vous savez que vous êtes en enfer, par exemple,
sais, un bon favorite enemy, là, à choisir, ça serait peut-être des fiends, des démons, des devils, puis de jouer là-dessus, tu sais. Là, ça tombe très fort et très puissant. Donc, le DM, ça se peut qu'il soit pas trop content. Mais non, qu'est-ce que c'est tu correct. dis? C'est vraiment dans sa perspective d'amener ça en tant que force de la nature vis-à-vis ces créatures ou ces terrains-là, des fois, peut-être. Ouais. On va passer maintenant à la classe du rogue. Donc, comment on dit déjà en français? Soit un roublard. Le roublard. Exactement. C'est pas nécessairement aussi un typique qu'on pense, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de monde, pour avoir été DM avec des inconnus, tout ça, qui joue un rogue, puis qui amène une perspective différente à ça. Moi, quand j'ai commencé, un rogue, pour moi, c'était un voleur ou un assassin. Ok, ça avait ces deux perspectives-là, ce qui est deux sous-classes super intéressantes qui amènent des choses vraiment le fun, mais avec qu'est-ce qu'ils ont sorti de nouveau, ou même ce que j'ai vu les joueurs, même un assassin ou un voleur faire. Ok, on sort des archétypes standards là, de c'est quoi. On peut passer à Bilbo aussi, qui est un peu un roublard, Ouais, mais vraiment. qui est vraiment pas de l'air d'un assassin, on s'entend là, quand tu écoutais le Hobbit. Donc c'est là qu'on sort un peu des sentiers battus là, à ce niveau-là. Au niveau des habiletés, c'est sûr que la dextérité va être intéressante. L'intelligence aussi. Totalement. Les rogues utilisent beaucoup l'intelligence pour si on des sorts, normalement, c'est avec l'intelligence qu'ils vont Ce qui l'utiliser. est intéressant avec le Rogue, c'est que il est pas très beefy, excusez-moi l'anglicisme, là, il est pas très costaud, il est pas nécessairement fait plein d'armure au début, tout ça, mais qui est capable de sortir du trouble. Dans les personnes qui sont melee, qu'on appelle en mêlée, là, les combats rapprochés, c'est la personne qui sort le plus du trouble, qui se sort le plus du trouble. Donc, mettons un exemple, vraiment le côté technique, en action bonus, c'est possible de se désengager du monstre sans avoir d'attaque d'opportunité. Ouais. Donc, se sortir du trouble, le Sneak rogue, attack, connect Exactement. action, on rentre dans le dégât, là, ouais, exact. C'est quoi déjà? Bon, je vais couper là, mais c'est quoi déjà, là, tu sais, que pogner la moitié des dégâts? Evasion. Evasion? Ouais, c'est ça. Mais, ok. Ce qui est le fun avec le rogue, c'est que dès que tu commences aussi, t'as, par exemple, sneak attack, pas mal, t'as Ouais, cunning exactement, action, t'as des t'as dégâts de plus. Même donner des dégâts sans en manger parce qu'on peut s'en sortir. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Moi, en tant que DM, un rogue, je trouve ça très fort parce que j'arrive jamais à les toucher, j'arrive jamais à me rendre à eux, ils sont rapides, j'en ai un dans ma campagne, puis bon, en plus qu'il roule tout le temps des 20, lui, ça a l'air que son dé, il y a juste des 20 dessus, mais tout ça pour dire qu'il va se reconnaître. Non, mais il y a une manière de jouer un rogue qui est très technique, oui, mais qui permet d'avoir un gros edge en combat, d'avoir un levier là, vraiment important pour faire pencher la balance d'un combat. Puis à chaque fin de combat, le rogue n'a jamais de dégâts, ça n'est jamais rien arrivé. Ça me fait capoter un peu, mais c'est ça. Ouais. À faire un rogue, vous créer un personnage c'est un personnage agile, c'est un personnage discret. Peut-être, tu vois le personnage qui va être utilisé par des gens justement qui veulent pas trop être dans face de tout le monde tout le temps. Tu sais, il y a la classique de vous rentrez dans la taverne, vous me voyez, je suis à côté au mur avec la cagoule dans le noir, je m'assis pas avec les autres. Il y a une espèce de stéréotype-là, mais ça reflète quand même bien l'espèce de personnage qui est souvent utilisé, construit autour des rogues. C'est que c'est des gens qui se font discrets, mais souvent les gens qui les jouent aussi parfois sont des personnes qui veulent être j'ai remarqué ça, c'est souvent des gens qui sont plus discrets aussi, justement, là, qui ont pas nécessairement tout le temps parler. C'est tout plus le temps facile de rentrer Ouais. dans ce personnage-là quand on a une certaine gêne au début. Puis Ouais. ça, je suis totalement d'accord avec toi. Puis tant mieux, puis c'est correct, ça met tout le monde à l'aise, puis c'est plus facile de rentrer dans ce type de personnage-là. Mais encore là, on va le voir avec les différents archétypes. Il y a plein de manières de jouer, Ouais, puis vraiment. il y en a qui sont beaucoup plus extravertis. Fait qu'on a Assassin, ça le dit. Assassin, un mix entre subtilité puis extraverti, mais ça tue. Ouais, c'est ça. Disons que beaucoup d'avantages en début de combat en tant que premier attaquant. Beaucoup d'avantages qui amènent beaucoup de dégâts. J'ai vu des situations dans lesquelles un boss, on parle d'un boss, le monstre principal, se faisait battre quasiment d'un coup à cause de cet assassin-là. Fait que c'est là sa niche, c'est vraiment au niveau des surprises, des choses-là, avec des avantages comme plus de dégâts puis d'avoir avantage sur les attaques et tout ça. Après, t'aurais Thief, le voleur, ben, carrément, ça le dit. Vous êtes un as de prendre quelque chose sur une tablette puis que personne vous voit.
de défaire un piège, par exemple, pour dans un donjon, d'analyser, d'aller voir furtivement, mettons, qu'est-ce qui se passe. Les mains rapides aussi, il y a une habilité qui s'appelle comme ça. Tout ce qui est Slay of Hand, des jets de vol ou tout ça, là, c'est sans bon sens. Disons que quand il y a des items beaucoup trop chers, ben, ils sont pas si chers que ça pour un groupe qui a un voleur. Ouais. C'est toi qui disais ça tantôt. Un petit cliché à Tom et ses chums. Je regarde avec mes yeux de voleur. Ouais, est-ce que je fais plus de choses? Tout est beaucoup plus dans la subtilité, mais vraiment en ville, là, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant en tant que DM ou en tant que joueur. D'avoir. Là, il y a un groupe, il arrive dans une ville, il y a un voleur dans le groupe. Il y a des options partout. Tu sais pas même pas à quoi t'attendre quand t'as un voleur qui est relativement créatif. Là, ça amène des choses vraiment intéressantes. Jusqu'au jour où il se fait pogner, ben ça, faut qu'il se démerde. Mais parce qu'à la quantité de bol que quelqu'un voleur va avoir tendance à faire, ça arrive des 1 naturels sur un dé. Là, ouais, c'est ça. Le dernier dans le PHB, dans le fond, c'est le Arcane Trickster. Où est-ce que ça apporte une quantité de sorts intéressants, qui est quand même basé autour de la... Bon, il y a des choix à faire, mais au niveau de l'archétype du rogue qu'on parle, la plupart des Arcane Tricksters que j'ai vus, c'était des funny qui se déguisaient, puis qui faisaient des tours, tout ça, côté magique, mais tout le temps... Mage Hand! Exactement. Tu ris, mais le Mage Hand, tu peux l'utiliser pour défaire des pièges, ouvrir des coffres, des lockpicks. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça évite que tu sois à côté si le coffre explose, tout ça. Je l'ai vu faire, puis ça a été très pratique, puis ça va sauver des vies. Fait que c'est vraiment le côté plus enchanteur, si on veut, du rogue, qui permet une approche en subtilité, mais toutes les Arcane Tricksters que j'ai vu jouer, c'était assez funny, puis beaucoup de niaiseries, puis ça amenait un élément vraiment comique. C'est la petite saveur magique, justement, là, quand vous arrivez niveau 3, là, puis là, ça fait peut-être 3 niveaux, justement, 2 niveaux que vous jouez votre rogue. Ok, il y a toute la dextérité, mais je veux un peu de piquanté, tu sais, je veux un petit quelque chose qui va peut-être avoir l'air d'un peu d'un wizard, ben souvent ça va revirer en Arcane Trickster. Exactement. Sur le level 17, c'est loin, mais je trouve ça vraiment intéressant que tu es capable de voler les connaissances magiques d'un autre mage. Ça, c'est fou. Je sais que c'est rendu level 17, c'est très loin, puis la plupart du monde... On le doit de rêver. C'est encore loin de se rendre là. Mais ça démontre bien un peu qu'est-ce qu'il veut faire. Je trouve que c'est vraiment un bon résumé de ça, d'être capable de voler des connaissances. Donc l'intelligence est là, la stratégie, puis la magie. Ouais. C'est un bon mix. Après, Xanator est arrivé avec d'autres sous-classes, en fait. On a l'Inquisitive. L'inquisiteur? Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas mal ça. C'est carrément le détective, hein. C'est la personne qui... c'est le rogue qui va aller chercher des indices, l'information. Qui va aller chercher l'information, qui va être capable de la traiter. Jaser avec le monde, en apprendre sur la politique ou quoi que ce soit là, qui se passe dans une ville, dans un village, dans un royaume. Il va être capable, par exemple, de lire sur les lèvres, d'être capable de savoir qu'est-ce qui se trame plus vite autour de lui. C'est beaucoup de perception, hein, beaucoup de... très habile dans le insight, là, genre si on demande d'avoir de sentir la volonté de quelqu'un quand il lui parle la vérité ou la fausseté, là, il est là pas mal pour ça. Il y a de l'œil. Ouais. Ensuite, on a Mastermind. Mastermind, carrément, c'est le tacticien. Exact. C'est le rogue qui va être en mesure de carrément créer le plan, dire ok, on va créer une fausse pièce d'identité, puis là on va s'en servir pour aller avoir accès à telle place. Là, tel endroit va nous donner accès à telle chose. Le Mastermind aussi, il va trouver des faiblesses. Il va être capable de donner de faire par exemple help action à 30 pieds au lieu de 5 pieds de quelqu'un pour justement donner avantage à ses coéquipiers pour faire plus de dégâts. C'est je pense le rogue le plus teamwork aussi de la gang. Beaucoup moins isolé. Il va trouver des failles dans l'ennemi, manipuler les ennemis. Pas par les ennemis ou des NPC, mais pas nécessairement par la magie comme on pense à Charles. Par son intelligence. Par son intelligence. Écoute, l'intelligence est un prescrit là, dans ce cas-là. C'est vraiment quelqu'un qui, même s'il y a un wizard dans le groupe, ça se peut qu'il lui soit plus intelligent que ça. C'est un man with a plan, qu'on dit en anglais. C'est un homme avec un plan, puis il va l'exécuter à la perfection. Là, ça va vraiment faire l'effet escompté. Scout, c'est carrément celui qui est super habile à survivre
dans les endroits difficiles. Il est capable d'avoir des avantages, par exemple, par exemple, dans une bataille, il va être capable de réagir beaucoup plus vite, d'utiliser ses actions justement pour se sortir du pétrin souvent. Plus de mouvement. J'en ai un dans ma campagne. C'est proche du Ranger, dans le fond, hein, aussi un peu. Il y a comme un petit quand côté, même, mais c'est moins côté... Ben oui, il y a la survie, mais pas nécessairement la survie seulement en nature. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que mon joueur joue un peu comme ça, c'est la survie en ville. Trouver les bonnes personnes pour mettre de ton bord pour que ton groupe ou toi-même tu puisses avoir la bonne direction des choses. Fait que c'est vraiment un éclaireur, mais un éclaireur, c'est pas nécessairement juste en montagne ou en forêt. Ça peut être aussi au niveau... Je vais aller voir là, le méchant qu'on va aller attaquer demain. Je vais aller rôder autour de sa maison, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là, m'informer aux gens qui habitent autour, savoir qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, c'est un peu la perspective que moi je vis, parce que ouais, c'est intéressant, mais c'est carrément ça. Exactement. Le nom dit, ouais. Pas nécessairement... toujours un espion, mais plutôt quelqu'un qui va être quand même habile à jaser. Tu sais, le charisme, il est rentré là-dedans un petit peu. Ouais. Puis la dernière, en fait, pour le rogue, c'est le swashbuckler. Souvent, il est associé à des espèces de pirates, parce que justement, c'est des super bons combattants, en fait, comme rogue. C'est des gens qui sont habiles dans le maniement des épées, qui vont avoir plusieurs bonus lors de combats, juste à cause de leur sous-classe. C'est pour ça que, tu sais, on imagine vraiment le pirate avec deux cimetars dans les mains, puis c'est le côté voleur, très agile, beaucoup de dextérité, mais souvent 2 armes à la main. Ouais. Vraiment avoir... faut être audacieux. Je te dirais que c'est high risk, high reward, excuse-moi l'expression, ouais. Mais en prenant de grands risques, il va y avoir de grandes récompenses avec ce type de personnage-là, de ce type de rogue-là. J'en ai vu aller, puis j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est risqué. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça amène vraiment une perspective de la chance est un peu là, mais justement, t'es fait pour ça. Fait que la chance va être de ton bord plus souvent qu'autrement. Mais des fois aussi, dans D&D, c'est très drôle quand les choses fonctionnent pas. Très drôle ou très dommage, mais tout le monde prend ça avec un élément qui est vraiment intéressant. Ouais. Ben, je pense que ça va faire les classes pour cette semaine. Vraiment content d'avoir pu être avec toi, Giovanni, ici même dans le studio. Ben oui, le studio du maître. Le studio de Mithil. Donc, on a couvert 3 classes, on a parlé un peu d'actualité. La prochaine fois, je pense que ça va être le fun parce qu'on va faire un épisode de classe, mais carrément sur ce qu'on appelle les spellcasters, les utilisateurs de magie. C'est ce qui reste. Sorcier, warlock et wizard. Donc, ça va être vraiment intéressant de parler de ça, de leurs différences, de qu'est-ce qu'ils ont justement de différent. J'ai beaucoup de mes amis qui attendent rien que ça. Ils sont à la fin. On les a fait en ordre, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Des classes très populaires, on va se le dire. Mais en même temps, des classes que pour un nouveau, c'est pas nécessairement facile de tout comprendre les sorts, tout ça, puis on essaiera de donner des trucs à travers ça, ou lequel qui est peut-être un peu mieux pour un nouveau, tout ça. Écoutez, au prochain épisode, là, ça va être vraiment intéressant. Écoutez-nous, puis on va pouvoir, pas nécessairement parce qu'on connaît tout, mais on va pouvoir peut-être vous conseiller parce qu'on a un peu plus d'expérience, surtout ceux qui sont nouveaux. Vers quoi s'enligner, puis c'est quoi la différence entre les trois? Il y a des gens qui me le demandent encore. C'est quoi la différence à part c'est qui on croit ou quoi que ce soit? Fait que ça va être vraiment intéressant, puis on promet d'amener cet élément-là, de les expliquer les différences. Ouais. Sinon, il y a plein d'autres jeux qu'on va parler. J'en donne en ce moment à Giovanni. Oui, on va essayer ça à la maison pour essayer de voir après ça en parler, puis voir faire une petite critique de ça pour voir si c'est intéressant, puis on vous le conseillerait ou non. Sinon, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On a aussi une nouvelle chaîne Twitch que vous pouvez vous abonner. On a notre chaîne YouTube où vous pouvez trouver en ce moment les épisodes du podcast. Mais il va y avoir de plus en plus des nouvelles vidéos qui vont sortir. On va essayer aussi en 2020, à fond, de créer de plus en plus de contenus originaux. Où on fait un peu ce qu'on fait là, où on parle des classes, mais on va s'attarder peut-être à faire des conceptions de personnages ensemble, à donner des trucs de DM, tout ça par vidéo, par article. Là, c'est le temps des fêtes qui arrive, fait qu'il y a on va parler beaucoup de produits parce que les sorties sortent, puis là, c'est le temps de faire des cadeaux. Je suis en train de préparer également un guide cadeau 2019 avec certaines choses qui sont sorties dans l'année, des petits cadeaux pour les gens que vous aimez, qui trippent là-dessus ou à mettre dans vos listes de cadeaux pour le Père Noël cette année. J'espère que tu m'en fais un.
Fait que c'est ça pour la semaine. Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés encore, c'est sûr. Puis, merci de vos encouragements, que ce soit à travers les concours, tout ça. On a reçu des bons commentaires, puis le monde, on est motivé d'en faire encore plus parce que on voit qu'il y a de l'écoute puis que les gens ont hâte de sortir. Là. J'aimerais remercier tout le monde, mais ça reste tout le temps constructif. Il y a toujours beaucoup de... Ce que je trouve le fun, c'est que les gens semblent apprécier ce qu'on fait, mais qui veulent vraiment aider, puis mettre un peu donner de l'aide. Puis je vais finir en vous disant, rappelez-vous le 8 décembre, gardez ça à votre horaire. On va faire une belle journée pour ramasser des fonds pour Sésame. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Giovanni. Hey, plaisir. Merci de nous avoir accueillis chez toi avec un verre d'eau. Puis la prochaine fois, on ira pour une bière ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Ce podcast est rendu possible grâce à l'appui de nos amis sur Patreon, dont Ludovic Garce. Merci beaucoup et à la prochaine.